Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Dans la tête avec Dominique. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie 2 de la psychologie environnementale et nous allons parler des stresseurs environnementaux, ça c'est-à-dire tout ce qui entoure la personne. Puis on va commencer direct. Le premier, c'est le bruit. Le bruit étant le son, tout ce qu'on entend, est une bonne référence spatiale dans le quotidien d'une personne. Surtout le son qui permet de se localiser dans l'espace, parce que c'est un peu le son, c'est nos oreilles qui nous permettent de nous retrouver. Pas juste la vue qui nous permet de voir un mur là, devant nous, mais il y a le son qui permet de nous entendre quand on parle, mais le son se reflète à travers les objets autour de nous. Ou dans l'air, on entend quand même au loin les choses. Nous ne parlons pas ici de musique, mais de son. C'est pas quelque chose d'agréable à entendre nécessairement. On parle pas juste de musique ou de quelque chose qui est d'une bonne sonorité, là. Le bruit est un ensemble de sons qui n'est pas agréable et qui gêne la personne ou parce qu'elles interfèrent avec des sons plaisants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de le fun qu'on entend, puis là, on l'entend plus. On va prendre l'exemple d'un marteau-piqueur quand tu es en train d'écouter ta musique. Là, ça marche plus. Trop fort ou trop fréquent, ça dérange. Durant le sommeil, ça dérange. Le facteur bruit est ce qui dérange le plus pour la qualité de la vie. Ils ont réussi à démontrer, en fait, que c'est une des choses qui dérange le plus l'être humain, qui le rend le plus rapidement stressé, irritable, impatient. Puis on le verra avec les multiples plaintes de citoyens quand il y a trop de bruit, quand il y a un festival ou quand les bars sont ouverts trop tard puis qu'il y a des gens qui habitent proches. Puis là, il y a beaucoup de plaintes pour qu'il y ait moins de bruit. Les effets du bruit sur le comportement social, en fait, ça affecte l'humeur. Ça peut empêcher la sociabilité. Ça augmente l'anxiété. Semble contribuer aussi à l'isolement des gens. Il y a une diminution du soutien et de l'aide apportée. Puis là, on parle ici d'une baisse de la solidarité et de la compassion. Puis il y a moins de coopération. C'est dans le sens où, vu que le bruit devient gênant, agressant, notre système interne, notre énergie, elle est toute redistribuée à gérer ce bruit-là. Ce qui fait que ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire bien parler avec des amis, socialiser avec les autres, être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, des gens, on est un peu moins là parce que toute notre énergie est concentrée à gérer le bruit qui se passe en dedans de nous aussi. Dans la théorie ici, il parle un peu aussi de surcharge d'informations. Justement, ce qui fait que le cerveau, il va trier l'information du bruit, justement, en premier. Ça va être la première chose qui va gérer. S'il arrive plusieurs choses en même temps, le cerveau va aller directement sur le bruit. C'est la première des choses. Ensuite, c'est un agent de diversion qui découpe l'attention en 1000 morceaux. Là, c'est ce qui arrive que quand on a une attention focus, mais qu'il y a beaucoup de bruit autour, dans le fond, notre attention, elle est mise sur les autres bruits qu'il y a autour, justement. Puis, tu sais, je donnerais l'exemple ici, s'il y a quelqu'un qui crie, ça va découper notre attention parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à chercher d'où vient le cri. Fait que notre corps, on va se diriger vers où on entend le bruit et notre vue, on va se mettre à chercher d'où vient. Fait que on commence à mettre notre attention à plein d'endroits en même temps, autre ce qu'on était en train de faire. Mais en plus de ça, il faut revenir à là, il se passe de quoi? Ça se peut-tu qu'on soit en danger? Ça se peut-tu qu'on soit pas en danger? Puis là, on commence à réfléchir à tout plein d'affaires, mais en même temps, on essaie de revenir sur la tâche qu'est-ce qu'on faisait avant que ça arrive, ce bruit-là. Fait qu'on découpe notre attention. Ça empêche la communication, bien entendu. On se rappellera d'un temps où on allait dans les clubs et c'est impossible de se parler. Ou justement, quand on va dans des endroits où c'est bondé de monde, comme une cafétéria ou des bars ou des grands banquets, où il y a beaucoup de musique, beaucoup de monde parle, il y a beaucoup de bruit. Des fois, on a du mal un peu à s'entendre. C'est une ambiance qui est désagréable, on s'entend. Puis, l'être humain, il va chercher à fuir le bruit le plus rapidement possible. Le bruit, ça produit aussi des comportements agressifs.
Puis on y va avec le fait d'une exposition prolongée, ben, ça crée de l'anxiété, des troubles du sommeil, du mécontentement, des plaintes, une basse performance scolaire, une basse tolérance aux frustrations, une détérioration de la faculté de distinguer les sons. Ça, ce que ça veut dire, c'est vu qu'on entend des bruits agaçants ou à long terme, on finit par perdre l'attention pour être capable de savoir quel est réellement le petit bruit qu'on entend ou les autres sons. Il y a une augmentation d'une pression sanguine, puis on peut aller jusqu'aux troubles du langage. Il y a des difficultés d'adaptation aussi au bruit. Les effets du bruit sont moins dérangeants lorsque la personne a un contrôle sur le bruit. Ce que ça veut dire, c'est si moi je peux baisser le son de quelque chose, ou si je peux m'en aller, ou si je peux contrôler ce qui arrive avec le son, ben ça va moins me déranger que si je n'ai aucun contrôle. Et ici, on va faire une parenthèse sur peu importe en fait tout ce qu'on va parler ou tout ce qu'on a déjà parlé, l'être humain a cette perception de contrôle qui vient faire en sorte que ce qui semble sortir de son contrôle, mais que la personne a la perception qu'elle peut le contrôler, ça va être moins dérangeant ou plus facile que quelqu'un qui a la perception qu'il n'a pas de contrôle. Et ici, on ne parle pas nécessairement de quelque chose où on a plein contrôle ou pas de contrôle. On parle vraiment juste de la perception que la personne a de contrôle sur une situation donnée. Ça demande, on ferme la parenthèse, ça demande plus d'énergie pour se concentrer ou s'autoréguler. Justement, s'il arrive d'autres choses, puis qu'on était déjà en train d'essayer de s'autoréguler soi-même une émotion, puis qu'il arrive d'un bruit, ben là, vu que notre attention va être portée à réguler le bruit, ben on va moins autoréguler ce qu'on était déjà en train de faire, c'est-à-dire, mettons, une émotion de peine ou de colère. Fait que ça, c'est ce qui était pour le bruit. En deuxième lieu, on tombe dans la température, donc la chaleur. Il existe dans certaines circonstances un seuil de température optimale qui, lorsqu'il est atteint ou dépassé, provoque l'émergence de comportements dysfonctionnels et le risque d'émeute s'accroît. Donc, plus la température est élevée, plus le risque de comportement violent apparaît. Ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que ça n'a pas été assez étudié pour que ça prouve réellement quelque chose. Cependant, ils ont quand même fait certaines études où ils montrent que la chaleur à une certaine température, puis là, ils n'ont pas nommé, puis ils n'ont pas dit qu'il y avait une température exacte. Ça va être plutôt ce que la personne va être capable de tolérer. Si elle a trop chaud, souvent, ben, de l'impatience, de l'irritabilité peut en venir. Puis, pour certaines personnes, s'ils ont déjà des prédispositions à l'impatience et à la colère, ben, ça se peut que ça aille plus loin dans des comportements qui peuvent être un peu agressifs dans l'impatience. L'humain va chercher par tous les moyens de fuir la chaleur. Puis, ici, il faut prendre vraiment à mot pour mot par tous les moyens. Il va échapper à la chaleur. Ça va égaler un sentiment de contrôle. Ne peut pas. S'il peut pas, dans le fond, avoir le sentiment de contrôle, ben c'est là qu'il va avoir une naissance de l'agressivité. Il va fuir les autres dans le but de répondre aux besoins de fraîcheur. Par la suite, si un comportement le dérange, il y aura aussi probablement un comportement d'agressivité. Fait que s'il n'est pas capable de contrôler, il va fuir. S'il peut contrôler la température, partir un climatiseur, ben, il va être correct. S'il fait chaud, il n'y a pas de climatiseur, pas de ventilateur, il ne peut pas se rafraîchir par aucun moyen possible, c'est là que l'impatience va devenir... et puis l'irritabilité va générer certains comportements de violence. Ben, d'agressivité, pas de violence nécessairement, mais être agressif un peu, ça peut être justement être prompt, être direct, être rude, être off un peu, là. Puis, en premier lieu, ce qu'il va faire, c'est fuir les autres dans le but de répondre à son propre besoin de fraîcheur et de calme aussi. C'est ce qui termine déjà le côté de la chaleur. On en arrive à la pollution.
Étrangement, ici, l'humain s'adapte au niveau de la pollution sans réellement changer quelque chose. Ce qui est quand même pas pire, là. Tu sais, c'est comme si l'adaptabilité de l'être humain face à la pollution était la chose qui le dérangeait le moins. Ce qui fait en sorte qu'il va juste vivre, continuer à faire ce qu'il faisait, puis bon, ben, elle est là. Et c'est ce qui pourrait probablement expliquer le pourquoi, malgré le fait qu'on a beaucoup, ben, une certaine forme de pollution avec le CO2, le méthane, puis tout, puis des changements climatiques qu'on parle, qui fait en sorte que on change pas tant nos comportements, parce que c'est comme si on s'habituait à ça le plus facilement possible. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études tant que ça. Dans les années 70, ils en avaient fait 80. Ils ont réglé certaines choses. Mais par la suite, ça s'est un peu estompé. Là, ils continuent d'en faire, mais c'est plus pour justement la biodiversité que pour l'être humain en général. Là. Puis souvent, quand ils le font, c'est la pollution de l'être humain. C'est assez spécifique sur ce. Puis c'est surtout sur la santé physique. Ils en ont fait un peu sur la santé mentale, mais pas tant. Mais c'est vraiment... les études sur la pollution sont vraiment reliées, quand c'est à l'humain, à la santé physique. Ce qui fait que ça termine assez rapidement l'information sur la pollution pour là. On passe à les foules. La densité de population, ça égale le nombre de personnes dans un espace limité. Une foule, ça égale plutôt une impression subjective. C'est comme le sentiment qu'il y a trop de monde dans trop peu d'espace. Fait qu'ici, il y a comme deux définitions. Une densité de population, puis une foule. Quand on parle de foule, c'est l'impression subjective. Ça veut dire que c'est ma perception personnelle qui fait en sorte que c'est un sentiment finalement qu'il y a trop de monde. De ce fait, certaines personnes peuvent aimer être noyées dans la foule. Par exemple, des matchs de sport, des festivals, des manifestations. Là où aller dans des justement dans des endroits comme des plages où c'est bondé de monde. Il y a des gens qui vont choisir des restaurants où c'est pour eux, plus c'est plein, mieux c'est. Pour d'autres, moins il y a de monde, mieux c'est. Il y a des gens qui vont fuir tout ce qui est foule. Des associations naissent lorsqu'il y a une densité de population qui sont physiquement proches. Les banlieues sont parfois considérées comme froides, sans âme, désertées par la tentative de regroupement. Cela crée souvent plus de lassitude et d'isolement. Ici, ce que ça veut un peu dire, là, c'est que, mettons qu'on prend une ville comme Montréal, où c'est très dense, Longueuil, Laval, où c'est très dense, ou les centres-villes de toutes les villes comme Drummondville, Sherbrooke, Québec, dès que c'est densément peuplé, souvent, c'est là que les organismes communautaires vont être. Ils vont avoir plus de restaurants, plus de magasins, plus d'un peu, un peu n'importe quoi. Des associations vont être là, les regroupements de quelque chose, parce que physiquement, c'est plus facile de justement se parler puis de se regrouper. Tandis que quand tu es en banlieue ou en campagne, ça demande de vouloir sortir de chez toi puis de te déplacer à quelque part. Quand on décide d'être en campagne, c'est surtout justement pour le peu de monde qu'il y a. Donc, on n'est pas poussé, on n'a pas l'envie de justement se regrouper tant que ça. Quand on choisit la banlieue, c'est un peu un entre-deux. On veut encore avoir une vie de quartier, une petite population, une petite densité pour avoir un minimum de services, mais en même temps, on veut pas trop en avoir. Ce qui fait que souvent, pourquoi c'est considéré comme froid, c'est que les banlieues, c'est plate à dire, mais il n'y a pas beaucoup de vie dans les rues comme avant, mettons. Puis il n'y a pas beaucoup. Les gens sortent peu pour aller voir les autres tant que ça. Ils vont plutôt, justement, aller en ville. C'est la même chose en campagne. Tu sais, c'est rare qu'on va se regrouper dans le voisinage. On va plutôt, justement, si on a à se regrouper, on va aller en ville, là où c'est densément peuplé. Il y a aussi le sentiment d'inconfort naît de situations diverses. L'espace, les ressources sont inaccessibles.
L'intimité est impossible. La durée d'exposition aussi, plus tu restes longtemps, plus ça va créer de l'inconfort, là. Les ressources qui sont inaccessibles, c'est-à-dire que si tu peux pas... s'il y a trop de monde, ou pas partout assez, mais que les services sont trop loin, ben ça va créer des frustrations. Les espaces, ils sont mal desservis, ou qu'il n'y a pas assez de place, ou que c'est vraiment mal fait, ben les gens vont vivre des inconforts. Les sources de stress reliées à la foule. Il y a plusieurs modèles. Le premier, c'est la surcharge. C'est recevoir plus de stimuli que ce que l'on est en mesure de décoder. Trop d'interactions sociales ou trop de proximité égale évitement. Être constamment dans les foules, ça égale ne plus voir les signes sociaux. Parce qu'encore une fois, notre énergie, puis là, on va rajouter le son, le bruit, ben notre énergie va être dirigée vers le fait de fuir, le fait d'éviter. Ce qui fait que on va moins décoder quand on est en train de parler à quelqu'un, on va moins reconnaître certaines choses, parce que toute notre attention va être à fuir. Il y a le modèle de contrôle. Le stress vient de l'incapacité à influencer les événements et l'impossibilité de maîtriser son environnement. Ça veut dire que la personne, il subit son environnement. La perte de contrôle personnel peut inclure le repli sur soi, l'hostilité et si les échecs s'accumulent, l'impuissance acquise. On en a parlé dans une autre vidéo de l'impuissance acquise ou apprise, là où la personne va juste penser qu'il n'y a rien à faire, donc elle va juste continuer à subir ce qui arrive parce qu'elle pense que la personne n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans sa vie ou autour d'elle. Fait que c'est pour ça que de là vient le stress, vient de l'incapacité à influencer les événements dans son environnement. La perception de perte de contrôle et à l'incompatibilité entre les besoins d'une personne ou d'un groupe et les caractéristiques de l'environnement social et physique. Bon, ça, c'est la perception de perte de contrôle. Ce que ça veut dire, c'est une incompatibilité entre les besoins de la personne ou du groupe et ce qui se passe autour d'elle. Comment les personnes ou les groupes composent avec le stress influence aussi son impact sur eux. Ça veut dire, c'est qu'est-ce qu'ils font quand ils sont stressés, qu'est-ce qu'ils font avec le stress, puis ça va changer l'impact que ça a sur soi. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas vraiment de contrôle puis se laisse envahir par le stress, ben c'est sûr qu'elle va vivre un plus grand inconfort ou une plus grande détresse que quelqu'un qui a une bonne capacité de gestion des émotions, du stress, puis de résolution de problèmes, mettons, on va dire ça de même. Ben l'impact va être un peu moins grand. Les stimuli en cause, le coût psychologique et physiologique et les habiletés à négocier avec des situations sociales complexes influencent également l'impact. La perception de contrôle peut être influencée par le rôle qu'occupe la personne ou le groupe. Ça, on le voit dans les hiérarchies. Peu importe si c'est au travail ou peu importe le groupe où il y a une hiérarchie, ben ceux qui vont être considérés entre parenthèses en bas de la hiérarchie, de l'échelle, ont très peu de contrôle sur ce qui change. Donc, ils vont avoir un plus grand impact sur eux-mêmes, mais ils n'auront pas. Ils vont vivre plus de désagréments que quelqu'un qui est en haut un peu de la hiérarchie, où il peut prendre des décisions puis changer un peu plus les choses. Il va avoir plus le sentiment de contrôle, ce qui va faire en sorte que l'impact sur elle va être moindre. Maintenant, c'est la théorie de la régulation de l'intimité. Ça, c'est les stratégies de régulation du contact. Ça serait du retrait physique, de l'évitement par le non-verbal et le contrôle du territoire. Ici, le retrait physique, c'est partir, c'est quitter la pièce et quitter l'endroit. L'évitement par le non-verbal, ça c'est beaucoup plus, mettons, quand quelqu'un, ça on le fait beaucoup, là, quand on veut pas parler à quelqu'un, ben souvent on va regarder ailleurs, on va faire semblant de regarder notre cell, on va faire semblant d'être occupé à faire autre chose, ou
on va, on, on va, ben des fois on pourrait le dire, mais des fois ça arrive qu'on le dit pas. Ben, plus souvent qu'autre chose, on le dit pas. Là. On essaie de montrer aux autres que ça nous intéresse pas par plus de non-verbal. Puis le contrôle du territoire, ça c'est justement délimiter. Là, pour la personne, ça pourrait être mettre des headsets, mettre des clôtures, ça pourrait être acheter plus de terrain pour avoir un plus grand terrain pour avoir la paix. Ça pourrait être mettre des portes, quand il y en a qui font ça, là, mettre des portes dans leur entrée. Ça pourrait être justement quand c'est à la job, dépendamment d'où qu'on travaille. Si on est dans des bureaux, souvent on va essayer de plutôt mettre des écouteurs, puis mettre des objets pour contrôler l'espace pour pas que les gens nous envahissent. Ça, je l'ai connu beaucoup dans les appartements encombrés. Quand on désencombrait, il y en avait qui m'avaient dit justement, ben ça a été une manière de me protéger de ma mère qui venait chez nous puis ça me tentait pas puis elle m'envahissait puis j'étais pas capable de vivre. Fait qu'en encombrant chez nous puis en étant insalubre, elle venait plus. Fait que je me sentais protégé. Puis là, pour qu'elle s'en rende compte, c'est parce qu'il est aussi arrivé le fait que le logement, ben, vu que c'était encombré, les propriétaires n'étaient pas contents. Fait qu'un deuxième problème arrive. Donc, qu'est-ce que la personne doit faire? Elle doit se faire aider pour désencombrer. Fait que quand quelqu'un va chez eux pour l'aider en faisant un peu de thérapie, ben, le principe était d'explorer qu'est-ce qui fait en sorte que la personne en est arrivée là. Puis développer des habiletés puis des stratégies pour pas retourner à ça. Donc, il faut explorer la raison pourquoi un peu on en est arrivé là, puis travailler un peu là-dessus. Fait que si le problème c'était la mère, mais on va travailler la relation parent, comment qu'on peut vivre ce qu'on a à vivre comme émotion, comment on peut aussi vivre le lâcher prise, se détacher, mais aussi comment communiquer, mettre nos limites à une personne qui nous envahit. Puis après ça aussi travailler sur son estime, sa confiance en soi pour être en mesure de ne pas nécessairement retourner. Puis après ça, c'est les habiletés à faire le ménage, à se lever, à faire ci, à garder des routines, puis des tâches pour que ça reste propre, puis que ça ne recommence pas à s'envahir, puis trouver des stratégies alternatives quand on n'en arrive pas à gérer notre détresse ou nos émotions, ne pas recommencer à acheter compulsivement des affaires ou à les accumuler par-dessus ou à s'inventer des raisons pourquoi ils seraient utiles. Ça, c'était la parenthèse justement de contrôle de territoire, mais ça pourrait être au niveau gouvernemental aussi, le contrôle de territoire, comme on le voit en ce moment, c'est de changer des programmes d'immigration, c'est de vouloir limiter le nombre d'immigration, c'est de vouloir passer des tests, c'est de vouloir faire plein de bureaucratie pour savoir qui qu'on veut, qui qu'on veut pas. On le fait en redécoupage électoral. Ils le font dans les commissions scolaires pour changer leur cote de défavorisation, ce qui fait que quand on change de cote, on descend, mettons, on passe d'une cote 10 à une cote 8, parce qu'on a redécoupé un peu le territoire pour inclure plus de personnes aisées, ben ça baisse la cote, ce qui fait que l'école reçoit moins d'argent. Ils le font aussi en politique pour avoir plus de votes. Ils le font un peu partout dans n'importe quoi. Là. Si le résultat est un échec répété, ben le stress va apparaître. Se sentir envahi par les autres, la foule, la personne se sent oppressée, se retire socialement, font moins de contacts visuels avec les autres, ils vont avoir une impression que les autres les aiment moins, se sentent rejetés. Ça met fin à ce modèle-là. On passe au modèle surplus de personnel. Le stress survient lorsqu'un lieu contient plus de personnes que nécessaire pour remplir les rôles. Ça peut mener à un état d'aliénation. Aussi, ce que ça veut dire, c'est s'il y a trop de monde sur le plancher dans une job pour une même tâche, à un moment donné, ça fait en sorte que tu te demandes qu'est-ce qu'on fait à être autant, pourquoi moi je suis là. Pour certaines personnes, il va tout avoir aussi une question de sens à la vie, pourquoi on est là, mais trop de monde pour un même rôle, à un moment donné, ça perd de son rôle, puis ça crée ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation, c'est un peu un sentiment de perte de sens, de perte d'identité, de pourquoi genre on est là, ce que c'est que ça donne. Fait que c'est très existentiel un peu l'aliénation. Ça vient aussi de la perception de la personne, le surplus de personnel.
On passe au modèle de, excusez-moi de comment je le prononce, Stockholm. Il se définit sous 3 conditions, celui-là. C'est l'expérience d'être entassé implique la perception d'un manque de contrôle sur son environnement. 2. Elle évoque le désir d'augmenter l'espace physique ou psychologique pour avoir le contrôle sur l'environnement et éviter les interférences actuelles ou anticipées, c'est-à-dire ceux qu'on pense qui vont arriver. Le sentiment de foule, on passe au numéro 3, le sentiment de foule sera plus intense, persistant et plus difficile à résoudre quand l'impossibilité d'augmenter l'espace aura intensifié la menace pour la sécurité. Donc, plus on se sent menacé de notre sécurité, plus ça va être tough, plus on va avoir le sentiment que c'est difficile. La disponibilité des ressources et la durée de l'exposition sont des facteurs importants à l'intensité du stress. Ce que ça veut dire, c'est la disponibilité des ressources internes mais externes. Ça veut dire tout ce que j'ai besoin pour pouvoir résoudre mon problème. On va dire ça de même. La durée, c'est plus c'est long, 8 heures, 10 heures, 12 heures, des jours, plus ça va m'impacter. Les interférences sociales provenant de la proximité des autres seront plus frustrantes dans un environnement que la personne se retrouve presque toujours, c'est-à-dire chez soi, notre lieu de travail, les endroits, les restaurants, les plages, les parcs où on va souvent. Puisqu'on se sent chez nous, notre territoire, on se sent dans notre place, ça va créer plus justement d'interférences, plus de frustration, puisque logiquement, on est supposé d'avoir le sentiment qu'on a plus de contrôle, puis qu'on est habitué, puis là, il y a des interférences qui arrivent. Il y a des interférences qui arrivent, puis que là, ça nous dérange plus rapidement que si on était dans un endroit nouveau. Puis ça arrive. Mettons, vous prenez la ville où vous habitez, vous êtes dans un trafic, vous allez être probablement fâché rapidement. Aller dans un trafic quand vous êtes en voyage pour le plaisir, vous allez être un peu moins fâché parce que, vous n'êtes pas dans votre endroit du tout, surtout si vous êtes dans un autre pays. Mais 2, vous êtes aussi dans un moment de plaisir, ce qui fait que vous vivez moins les choses négativement. L'aménagement spatial, la taille du groupe, la tâche à effectuer, la structure des relations, la disponibilité des ressources et les caractéristiques personnelles sont d'autres facteurs d'influence sur le stress. On passe à l'hypothèse de la pathologie sociale. Il a été démontré que de vivre dans des pièces avec une densité élevée dans un quartier défavorisé en ville augmente le taux de crime. Tandis qu'en campagne, cela n'avait aucun impact qu'il y ait plusieurs personnes dans une même pièce. De vivre seul, en parenthèse la solitude, a un fort impact sur la pathologie sociale. Le design des habitats est aussi une caractéristique importante. Par exemple, les immeubles élevés, les gens souffrent plus souvent d'un manque de contacts sociaux et de chaleur humaine. Là, je peux pas expliquer réellement pourquoi ça n'a pas été dit, mais ils ont quand même fait dans ce que j'ai lu, le livre est toujours étant le même. Ils n'ont pas utilisé, ils n'ont pas analysé chacune des études qu'ils ont lues, ils nous les ont pas expliquées parce que ça a été nécessairement un peu lourd, mais ils en sont quand même arrivés à dire que ce qu'on construit en hauteur, comme des HLM, des blocs ou des grosses affaires, souvent ça crée plus d'isolement et moins de contacts sociaux dans ces styles d'habitation-là. Le style d'habitation reflète les besoins et les valeurs d'une personne. Ça, on le voit quand les gens louent des appartements, vont changer la peinture, vont mettre des cadres, vont faire des décorations. Les gens s'achètent des maisons, ils vont rénover ça à leur goût. Dans ton bureau de travail, tu vas mettre ça un peu à ta façon à toi, dans ta voiture. Tu vas mettre ça à ta personnalité. Puis ça reste quand même un peu vrai. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, mettons, dans GHLM, vu que c'est souvent fait sur une même frame de blocs de béton, tu peux pas modifier grand-chose. Fait que t'as pas le sentiment que t'es vraiment chez vous. T'es plus comme ailleurs. Puis quand il arrive de quoi,
tu peux pas tant réparer, puis là tu fais des demandes, puis des fois c'est plus long que quand tu es dans un appartement, parce qu'il y a une bureaucratie dans ce qu'on appelle les HLM, hein? Fait que des fois c'est plus long que le propriétaire fait comment, ok, il y a ça, je vais le faire. Et si tu le possèdes toi-même, ben, c'est encore plus rapide parce que tu veux pas que ça traîne. Donc, ça va refléter tes besoins et ta personnalité. Les garçons vivent plus d'impact lorsque la densité est élevée dans un même habitat. Puis ils ont fait dans les études, ben, pour les filles, ça a l'air que ça change pas grand-chose. Les environnements institutionnels. On commence par la prison. Lorsque très forte densité, plus que la capacité nécessaire, ben, ça équivaut à plus de suicides, de morts, de gens qui tombent malades, ça crée plus de problèmes, haut degré de réaction physique. Et ça, on peut le voir aussi dans plein de documentaires à la télé, sur Internet. Là. Puis j'avais lu des articles aussi de journaux et scientifiques dans le temps de mes études un peu là-dessus. Puis c'était vrai que une population carcérale où que t'as 5-6 gars dans la même chambre, t'as plus vraiment le sentiment de contrôle sur ce que... En plus, tu l'as complètement perdu, ton sentiment de contrôle. Là. On dit quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu fais des tâches, tu peux pas rien faire. Tu peux mettre des posters si tu veux, là, mais il n'y a pas grande décoration que tu peux faire. Quand tu vis 6, il y a rarement 6 matelas. Fait que tu dors mal, des fois il fait chaud, puis tu sais, t'as pas beaucoup d'intimité, tu pisses puis tu chies, excusez-moi du langage, mais devant tout le monde, des fois. Fait que c'est normal que plus il va y avoir de monde un moment donné, puis il y a du bruit, ça dérange, ton énergie est mise ailleurs, fait qu'il y a plus d'irritabilité, plus d'impatience. Les résidences étudiantes. Si les chambres peuvent avoir 2 personnes, mais que s'il y en a 3 personnes, cela rend mal à l'aise, ça crée des problèmes de santé mentale et physique. Une forte densité égale moins de confiance en eux et moins de sociabilité. Je peux pas aller plus loin dans les explications de tout ça parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais visiblement, moi j'ai déjà vécu en résidence étudiante, c'était très petit, 2 dans une chambre pour moi. Ben, une chambre, on avait chacun notre chambre, mais la chambre avait la grandeur d'un lit simple. Là. Tu mets pas grand place, là. Puis l'appartement fait la grandeur d'une salle de bain, là. Qu'après, fait que, même à 2, c'était déjà petit, là. On n'est pas super. Les hôpitaux. Les chambres privées égale plus. Les gens vont être plus actifs, puis ils vont être plus sociaux que les gens qui vont être dans les chambres partagées. Donc, plus de densité égale moins de relations amicales. Les places publiques. Les gens se sentent plus oppressés dans les rues bordées de magasins et de publicités qui incitent à la consommation. Ça crée un sentiment d'entassement et de suffocation. Ça crée aussi des contacts indésirables et de sollicitations non désirées qui rend inconfortable. Cela crée l'évitement des endroits bondés et évitement des contacts sociaux. Quand il y a beaucoup de magasins où on t'incite à vendre, à t'acheter, puis qu'il y a des gens qui viennent te voir pour te vendre des choses, c'est agressant, ça rentre dans ta bulle, ça rentre dans la foule, tu l'as pas demandé, tu n'as aucun contrôle sur ça souvent, mis à part mettre des limites, fait que tu vas te retirer, fait que ça va avoir un impact sur ce que les gens pensent, vivent et font. Ce vidéo-là, ce podcast-là est beaucoup plus court parce qu'on parlait vraiment juste des stresseurs environnementaux. On va avoir une 3e vidéo qui va un peu être plus compliquée, mais qui va conclure vraiment la partie sur la psychologie environnementale.